Alors, écoutez, bon matin tout le monde. On va commencer tranquillement, puis ceux qui se joindront à nous pourront se rejoindre. Alors, moi, je suis Dr. Pitt, je suis la responsable de la FMC à Montfort. Alors, c'est mon grand plaisir de vous présenter Dr. Mélanie Joannis. Alors, j'ai deux biographies. La première, c'est Mel, elle présente bien, mais bon. C'est probablement pas tout à fait assez. Alors, on a demandé de quelque chose de peut-être un petit peu plus, pas sérieux, mais vraiment aller à l'auteur de cette grande dame. Alors, Dr. Joannis est une psychologue clinicienne et de la santé. Elle œuvre à l'hôpital Montfort au sein de Centre d'excellence en gestion de maladies chroniques. Elle est chercheuse clinicienne affiliée à l'Institut du savoir Montfort. Elle est la vice-présidente du comité d'éthique de la recherche de l'hôpital Montfort. Et en tant que professeure clinique, elle participe à la formation d'étudiants doctorants en psychologie clinique à l'Université d'Ottawa et de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est la cofondatrice de l'équipe de santé psychologique d'Orléans. Elle a écrit un guide portant sur le bien-être psychologique des travailleurs de la santé durant la pandémie de la COVID-19 qui a été distribué de façon internationale. Alors, c'est notre honneur ce matin de recevoir Dr. Joannis. Bonjour, merci Dr. Pitt. Merci à tout le monde aussi d'être là. Oui, en fait, c'était la bio. Quand on m'envoie une bio, tu ne peux pas juste dire c'est Mel à présente, puis ben, ça va être suffisant, mais non, on m'a demandé d'étoffer un petit peu. Parce que je vous avoue, quand on lit la biographie, c'est là que tu réalises, je comprends pourquoi je suis fatiguée. Hein? C'est là qu'on met ça en place. Et je voulais tout d'abord remercier. Je vois que les gens, ça rentre encore. J'étais assez pris par surprise ce matin par le nombre de gens qui sont présents. Je me disais, mon Dieu, à 8 heures, un matin qui pleut, si les gens vont choisir entre dormir ou venir m'entendre parler, je peux voir que le lit était peut-être très attrayant. Mais alors, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Alors, je vais commencer à faire mon petit share screen. Et voilà. Alors, je suis fatiguée. Est-ce normal? C'est un peu ce qu'on va essayer de démystifier et comprendre aujourd'hui. On va essayer de définir la fatigue professionnelle, discuter de différentes stratégies, peut-être identifier comment rester professionnel, mais souvent notre professionnalisme, on l'a, c'est juste que dans des moments de fatigue, il y a d'autres choses qui interfèrent, cette partie-là de nous devient peut-être moins évidente, et trouver des moyens de gérer des patients qui ont des réactions difficiles ou exigeantes, qui ont tendance, des fois peut-être à venir nous fatiguer, puis à laquelle on est peut-être un peu plus vulnérable quand nous-mêmes on est fatigué. J'ai demandé aussi, si vous voulez, de m'interrompre à n'importe quand dans la présentation. Ça ne me dérange pas. Je pense que c'est important si on peut garder ça un petit peu fluide. Puis, c'est sûr qu'on a juste 1 heure. Alors, ça se peut que s'il y a beaucoup trop de questions, que je les garde pour la fin. Puis aussi, je vous encourage à utiliser le chat des fois entre vous autres. Tu sais, si je dis un commentaire qui résonne ou qui ne résonne pas, utilisez-le, mentionnez-le. Je pense que le plus qu'on va se garder activé dans la présentation, le mieux que c'est. Le moins que je voudrais, c'est de vous endormir ce matin. Alors, le plus vous allez vous garder réveillé, le mieux que ça va être pour tout le monde. Alors, la fatigue. Je pensais juste commencer généralement avec la fatigue. On en parle souvent, ça, je suis fatiguée, on le dit souvent aussi. Mais qu'est-ce que la fatigue? C'est difficile de la définir, la fatigue, parce que comme vous le savez, en tant que professionnel de la santé, les causes de la fatigue sont multiples. Comment la fatigue se manifeste est multiple. Mais j'ai pris celle du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Puis je me disais, écoute, quand on parle de fatigue au travail, ils doivent savoir de quoi ils parlent. Ils parlent que la fatigue est souvent considérée comme une sensation d'épuisement, de somnolence consécutive. Le mot consécutive est intéressant aussi. Fait que c'est pas un petit moment, mais c'est souvent quand même un état un petit peu plus généralisé qui découle de différentes sources. Hein? Comme on peut parler, on va en parler du manque de sommeil, une activité mentale ou physique prolongée, ou dans certains cas, on peut parler d'une période de stress ou d'angoisse aussi qui peut causer ça. Elle peut être fastidieuse ou répétitive et la fatigue peut être décrite comme étant aiguë ou comme étant chronique. Alors, qu'est-ce que la fatigue occupationnelle? Le mot le dit un peu, c'est une fatigue reliée au travail. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par fatigue reliée au travail? Puis ce que je pensais intéressant aussi de dire, c'est, comme vous êtes des travailleurs de la santé, essayez de comprendre quelles sont les variables qui viennent peut-être plus toucher les travailleurs de la santé que d'autres types de travailleurs qui font, je l'espère, peut-être expliquer votre état de fatigue présente. Alors, c'est certain que l'individu, qui je suis comme individu, je peux avoir une prédisposition génétique, une certaine vulnérabilité qui va à me rendre davantage fatiguée. Hein, des fois, il y a certaines personnes
personne qui a une vulnérabilité émotionnelle de base un petit peu plus présente. C'est rien d'avoir honte, mais c'est certain qu'on commence des fois avec un niveau de base un petit peu différent. Il y en a qui ont peut-être des maladies physiques ou psychologiques qui font que la fatigue s'installe plus facilement. Mais on sait que quand on regarde le travail dans la littérature, pas seulement des travailleurs de la santé, mais de façon générale, il y a certaines choses qui peuvent nous rendre plus à risque, comme une tâche ou des tâches avec un haut niveau de stress. Alors, on sait quand il y a beaucoup de stress d'impliquer, le stress et la fatigue sont interreliés. Souvent, il y en a qui disent, est-ce que c'est même deux concepts vraiment différents ou est-ce que la fatigue, c'est un peu lorsque le stress s'embarque là, pendant un certain temps, que c'est juste la contreface, par exemple, d'une période d'activation. C'était drôle parce que je voyais aussi que la monotonie peut apporter une certaine fatigue. Je me disais, je ne sais pas à quel point les travailleurs de la santé, on rentre dans une monotonie. Moi, je me rappelle pas d'une journée qui est plate, mais je pourrais dire, quand j'écris peut-être certaines affaires administratives, ça doit être normal que ça me fatigue tant que ça, ces choses-là. Un effort cognitif, alors une charge mentale, souvent, c'est une complexité de tâches et surtout, ce qui va pouvoir fatiguer le cerveau, c'est si on sait que le risque, par exemple, que je fasse une erreur peut avoir des conséquences quand même désastreuses, bien, c'est sûr que ça vient ajouter une charge, ça. Contrairement à devoir prendre des décisions que peu importe ce qui arrive, ça ne dérange pas. Le fait que je sais qu'il peut y avoir une conséquence néfaste, ça aussi, ça ajoute une lourdeur au niveau de mon cerveau qui peut faire que je vais me sentir plus fatiguée, d'avoir à prendre des décisions rapides. Un effort physique qui entraîne une fatigue musculaire. Par exemple, les gens qui travaillent beaucoup debout, qui doivent faire, je pense par exemple, je pensais aux infirmières, je pensais aux physio, aux kin, aux ergos, qui doivent beaucoup être de fois à lever, debout, marcher, ces choses-là. Il y a une portion de ça qui est bonne parce qu'on va voir que la sédentarité aussi, ça n'aide pas à la fatigue, mais si on a un travail qui est très physique, qu'on est debout pendant longtemps, qu'on doit faire plusieurs mouvements, ça aussi, ça peut venir à fatiguer le corps. Et des demandes élevées avec peu de pause. Et ça, on va en parler, c'est que si le travail est soutenu, mais il n'y a pas vraiment une période de récupération ou une période de pause, ça aussi, ça peut fatiguer. Donc, la nature du travail comme tel, au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau émotionnel, peut entraîner une fatigue. Après, on ajoute à ça l'horaire de travail ou comment le travail est organisé. Et on sait que des périodes prolongées de travail peuvent amener davantage de fatigue. Et c'est intéressant parce qu'on parle souvent qu'on va considérer prolongé après 8 heures. Et je me disais, il n'y a pas beaucoup, je pense, de travailleurs de la santé qui ont un 8 heures de travail. Des fois, c'est peut-être celui qui est écrit dans ton horaire, mais ce n'est définitivement pas celui que tu fais. Et on sait qu'après 12 heures, c'est pour ça que je l'ai mis là, après 12 heures consécutives, le taux d'erreur ou le taux d'effet néfaste relié à la fatigue va augmenter considérablement. Par exemple, il y a des études qui ont montré chez les infirmières, après avoir fait une période de travail de 12,5 heures, on se rendait compte à ce moment-là que le taux d'erreur pouvait tripler. Les heures supplémentaires obligatoires avec peu d'autonomie et exigences élevées. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il disait toute heure supplémentaire n'est pas égale. Si je fais une heure supplémentaire, mais je me sens que c'est mon choix de la faire, cette heure supplémentaire-là, puis que j'ai du plaisir à faire ça, à ce moment-là, je ne vais peut-être pas ressentir un état de fatigue autant important. Ce qui peut apporter son poids, c'est si j'ai l'impression que cette heure-là, elle est obligatoire, que ce n'est pas nécessairement volontaire et qu'il y a des exigences élevées qui en sont reliées. Puis moi, je n'ai pas l'impression que c'est une tâche là, qui est vraiment intéressante ou pas pour moi. Et ça, j'y ai pensé parce que je me suis dit, ça, on parle d'études qui étaient pré-pandémie. Je ne veux pas juste parler de la pandémie parce que je pense qu'on est tous un peu tannés, mais c'est sûr que la pandémie amène son lot, ça aussi, parce qu'on dit, on en a tous fait, par exemple, des heures supplémentaires qui étaient obligatoires, avec des exigences élevées. Puis il disait, même si tu offres une récompense, par exemple, financière, pour les gens, ça ne va pas nécessairement changer l'état de fatigue ou l'état de stress ou de frustration que ça cause. Je trouvais ça intéressant parce que je me dis, des fois, c'est un peu ce qu'on fait, on donne des primes ou des bonis, mais il y a un certain point où est-ce que ça peut être intéressant pour vos finances, mais d'un point de vue de votre corps, d'un point de vue de votre esprit, de votre bien-être, la récompense, ça ne fait pas tant d'effet que ça. Ce qui va faire plus un effet, c'est est-ce que j'ai l'impression que c'était moi qui l'ai choisi, que c'est moi qui voulais le faire, puis c'était quelque chose qui me passionnait. Ça, c'est peut-être ça qui va enlever le fardeau davantage. Des quarts de nuit ou des quarts qui très tôt le matin. Et ça, vous en savez probablement, c'est que si on a tendance à avoir des quarts où on travaille la nuit, où on travaille tôt le matin, et encore plus si ça change à avoir une rotation assez fréquente entre ça, avec pas nécessairement assez de pause entre, mais on sait que ça vient déréguler le rythme circadien. Et avec ça, les dérèglements de rythme circadien, ça va entraîner des difficultés de sommeil qui, là, vont aussi contribuer à la fatigue.
et des postes fractionnés, comme on appelle ça, des split shifts, sans nécessairement, quand les split shifts, il y ait assez suffisamment de temps pour se reposer et récupérer. On ajoute à ça l'environnement. Alors, on a parlé que la tâche, ce que je fais, comment mon travail est organisé, puis en plus, l'environnement peut aussi avoir un effet sur la fatigue, donc des environnements où l'éclairage n'est pas optimal, où il y a beaucoup de bruit, des bruits forts et où la température, par exemple, s'il fait trop chaud, ça peut être un problème. Nous, comme travailleurs de la santé, j'ai l'impression que c'est assez intéressant. Moi, j'ai l'impression que, dépendamment d'où je me situe, puis moi, en tant qu'individu, ma chaleur corporelle aussi, si moi, je travaille dans un bureau avec des femmes de différents âges, alors on s'assigne toujours à savoir c'est quoi la température idéale pour avoir un certain niveau de confort. Mais quand on regarde l'éclairage, le bruit, je pensais, si vous en avez d'entre vous qui sont en termes d'urgence ou des choses comme ça, à l'urgence, il y a comme un buzz qui rentre. Puis il y a peut-être un élément de ça qui est activateur, mais il peut y avoir aussi un élément d'être bombardé de bruit comme ça. Votre corps, il encode ça. Votre corps est sensible à ça. Si on est dans un endroit où il y a une précarité au niveau du travail, ça veut dire une incertitude si on va perdre ou pas notre emploi, ça peut venir aussi augmenter. Et encore là, ça revient des environnements de travail où j'ai peu d'autonomie. Généralement, c'est ça qui est plus taxant pour le corps. Alors, je vais juste vous demander de prendre 2 secondes et de dire, si vous êtes fatigué, est-ce que dans ce petit tableau-là, ici, vous n'avez pas des raisons d'être? Hein? Si vous regardez ça puis dites, fait que ça, c'est la partie de ma présentation que vous pouvez apporter à vos conjoints-conjointes ce soir puis dire, regarde, c'est pas juste moi le problème, mais regarde les tâches, comment mon horaire est organisé, comment mon environnement de travail est. Et là, on n'a même pas parlé de après que je finis le travail, qu'est-ce qui se passe qui m'empêche de récupérer. Alors, espérons que ça va aider aux autres à bâtir un peu de compassion pour vous. Parce qu'effectivement, ce qu'on a, ça, c'est le travail. Alors, il y a le moi, il y a mon travail, puis après, j'arrive à la maison. Et à la maison, si on m'attend avec un spa, on me dit, Mélanie, écoute, voici ta robe de chambre, voici ton souper équilibré, santé déjà prête pour toi. Et puis, une fois que tu seras reposé, on ira faire un petit entraînement d'exercice. C'est certain que ma fatigue serait différente aussi, mais c'est généralement pas la réalité de la majorité. Hein. Souvent, c'est qu'on a des conflits avec d'autres rôles, le rôle de parent, le rôle de conjoint-conjointe, le rôle des fois d'aidant d'une autre personne. Alors, à ce moment-là, une période de repos ou de récupération, on ne peut pas toujours se dire « je vais attendre une fois que je vais être rendue à la maison pour me reposer ou récupérer » parce que souvent, ce n'est pas nécessairement la donne. En fait, des fois, quand on arrive à la maison, c'est comme un split shift. Hein? C'est comme un poste fractionné, ça recommence à ce moment-là. Et de tout ça, bien, on va voir qu'il peut y avoir des effets en plus sur notre sommeil, de sentir, par exemple, que j'ai des difficultés à m'endormir, des difficultés de maintien. Et on sait, par exemple, ce qui était intéressant pour moi de voir, c'est qu'ils ont regardé au niveau de la privation de sommeil que de dire, bien, si je suis privée à peu près de moins de 7 heures de sommeil, on va dire que c'est léger. Une fois moins de 5 heures de sommeil par nuit, on va considérer ça une privation modérée. Et moins de 3 heures par nuit, on considère ça une privation sévère. Et il peut y avoir des effets d'accumulation aussi, dans le sens que souvent, bien, c'est une nuit après l'autre. Et ce qu'on sait, c'est qu'on ne récupérera pas de ce sommeil-là. Il va y avoir des effets sur nous et ça peut commencer à avoir un petit peu des effets sur notre cognition, notre physique, tout ça. Hein. Il me parlait, par exemple, de regarder le nombre de privations de sommeil avec un taux d'alcoolémie, par exemple, que dans le fin fond, pour les gens, ça équivaut quasiment comme si tu te présentes au travail un petit peu en état qui est moins optimal, par exemple, relié à l'alcool. Alors, bref, la question, c'est est-ce fatigué, est-ce normal? Il y a peut-être une grande portion de ça, j'espère qu'il va vous dire oui. Hein? Plus tard, on va y aller à quelle est ma responsabilité, quelles sont mes stratégies, mais si au moins vous pouvez vous dire, OK, hein, juste avec ça, vous en avez probablement assez de variables pour justifier votre fatigue. Mais ce qui est triste ou ce qui est plate, et c'est un petit peu ça que je voulais discuter aussi avec vous aujourd'hui, c'est de voir que est-ce que ma fatigue s'est quasiment rendue comme une nouvelle normalité pour moi d'être un peu dans ce genre d'épuisement-là. Hein? Et ça, c'est un graphique ici qu'on m'a donné la permission d'utiliser que je trouvais intéressant, ça, démontrer un petit peu que lorsque je suis quand même assez physiologiquement activée, hein, parce qu'on a parlé que quand même le stress ou l'activation physiologique, ça relie à la fatigue, bien, généralement, après ça, je vais venir dormir, puis je vais revenir à un certain baseline au niveau de base. Mais si ça continue tout le temps, ça, puis là, ça augmente, que le stresseur devient de plus en plus chronique, puis ça augmente,
puis là, je récupère, mais quand je récupère, je descends peut-être pas plus bas que le niveau. Hein? Parce qu'en fait, je reviens, puis après ça, je remonte. Et ça fait que je descends peut-être plus à où j'étais originalement. Puis là, cette niveau d'activation-là par rapport au stresseur, ça devient comme ma nouvelle norme. Hein? Puis je me suis dit, c'était quelque chose à réfléchir, à savoir, est-ce que l'état de fatigue, d'épuisement s'est rendu comme mon baseline maintenant? T'sais? Et est-ce que ça a toujours été mon niveau de base ou est-ce qu'avant, il y avait un moi qui était peut-être avec un certain niveau d'énergie, mais pour la majorité d'entre nous, je serais peut-être surprise, vous pouvez l'écrire dans le chat, est-ce que c'est rendu que vous dites, coudonc, je suis tout le temps fatiguée? C'est comme si c'est ma nouvelle normalité. Mais, comme on dit, il y a la tâche, il y a l'environnement, il y a tout ça qui peut faire que c'est votre nouvelle normalité, mais je pense que ça vaut quand même la peine, et peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu quand je présentais là, je pense que ça vaut quand même la peine des fois de réaliser de ce qu'on vient de passer, parce qu'on est ou on est encore dedans, hein, et de dire que la COVID, ce n'est pas un stresseur aigu. Ce n'est pas une affaire qui est arrivée une fois, il est arrivé une conséquence. C'est quelque chose qui est perduré dans le temps. Alors, c'est un peu normal que nos comportements, nos actions, notre réactivité à ça, elle a changé à travers le temps aussi. Et ça, ce n'est pas nécessairement basé sur la science, mais plutôt de mon expérience clinique de ce que je vois, c'est au début, tout le monde a comme un peu tombé dans un état d'activation du système nerveux hyper activé, de dire OK, let's go, on ne sait pas trop c'est quoi, il faut changer vers les soins virtuels. J'ai-tu assez de papier de toilette à la maison? On a regardé tous les nouvelles pendant un certain temps. Fait qu'il y avait une activation physiologique là, qui nous permettait là, d'être quand même assez productif et axé vers la tâche puis la résolution de problèmes. Après, ça s'est comme stabilisé un petit peu. Tu sais, la première été, on se disait, ah, ça va bien aller, on va être correct, les chiffres descendent, on sait où trouver nos masques, toute la famille a un masque. J'ai quand même un horaire de travail maintenant qui est moindrement organisé. Il y avait des tests plus accessibles, puis on va l'avoir. Puis après, on a eu des vagues, puis des vagues. Et là, on ne sait même plus, je ne sais même pas vous, mais moi, je ne sais même plus dans combien de vagues on est rendu. Puis honnêtement, je ne veux même plus savoir ces affaires-là parce qu'on dirait qu'à chaque fois, ce que ça amène, c'est un effet un peu d'épuisement ou ce qu'on appelle une écœurantite. Là. On est rendu dans les hits maintenant, des zoomites, des écœurantites. C'est là où on en est, où est-ce que des fois, il peut y avoir d'autres types de réactions, mais ce qu'on voit, c'est surtout des réactions des fois de fatigue, d'exaspération, de dire, écoute, là, je t'ai écœurée. Hein? Alors, il y a aussi le fait que, bon, il y a la nature du travailleur de santé, mais aussi dans le contexte présent, c'est certain aussi que quand on vit quelque chose qui est quand même assez chronique ou un stresseur qui est chronique, bien, il va y avoir des différentes réactions, puis il va y avoir des différentes réactions à travers le temps aussi de ce qu'on va voir. Et rapidement, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu aussi des fois la fenêtre de tolérance. Alors ici, on parle d'une tolérance, d'une détresse émotionnelle, mais souvent, on va dire on a tous une zone de tolérance. Une zone que quand on est dans cette zone-là, même si on vit certains stresseurs, on se dit c'est correct, je vais y arriver, je vais le gérer. Après, bien, si notre système nerveux s'enclenche beaucoup, on va tomber dans une zone d'hyperactivité ou d'hyperactivation du système nerveux, où on va aller dans le combat de fuir, hein, où on va aller dans, par exemple, de l'anxiété, de l'irritabilité, de la colère. Mais ce n'est pas soutenable à long terme, ça. Hein, on ne peut pas toujours rester dans ce mode-là. Notre système nerveux au niveau dorsal et vagal va dire, là, c'est le temps pour un break. Et il va te mettre dans un état, par exemple, d'engourdissement, où souvent les gens vont dire d'impuissance acquise ou de dépression, de honte et d'épuisement. Hein? Alors, il y a aussi peut-être des fois une conséquence ou une raison de votre fatigue qui vient aussi un peu de cette autre face-là de dire, bien, je ne peux pas toujours être suractivé comme ça. À un moment donné, mon corps amène dans un certain shutdown parce que c'est trop difficile de rester à ces niveaux-là. Alors, vous, où en êtes-vous? Hein, ça, je la trouve drôle, celle-là, parce que des fois, avec la fatigue, vient aussi toutes sortes de parties de nous qui sortent. En fait, il y a certaines études qui disaient que quand les professionnels de la santé sont très fatigués, c'est généralement là où l'humour noir sort. Et je me disais, ah, est-ce que c'est ça qui m'arrive? Mais il disait, c'était, en fait, il y avait une idée un peu de cette... notre jugement qui part un petit peu, puis on devient un petit peu plus cynique ou dans l'humour noir à ce moment-là. Alors ça, c'est peut-être quelque chose à vérifier pour vous si votre humour a changé à travers le temps. Mais vous, où en êtes-vous? Et je vais juste vous demander de prendre un petit peu de temps, de juste ralentir le rythme ce matin, puis quand je vais parler, de juste identifier, c'est-tu moi ça? C'est-tu là où ce que je suis? Et tenter de le faire, non pas avec une critique, mais juste au moins de dire, OK, est-ce que ça résonne?
Et si vous vous permettez, si vous voulez oser, il n'y a aucune obligation, de peut-être écrire dans le chat, tu sais, ouais, moi, j'ai vécu ça, moi, je me sens comme ça. Puis l'idée là-dedans, c'est qu'on va en parler aussi. Les travailleurs de la santé, des fois, portent leur fatigue extrême comme une badge d'honneur. Hein? Comme cette idée-là de dire, ben c'est ça, les travailleurs de la santé, puis, tu sais, ah ouais, let's go, continue, continue. Puis ça crée des fois cette culture organisationnelle-là ou cette culture, on pourrait dire, d'environnement de travail où la vulnérabilité, le droit de dire, écoute, j'en ai trop ou en ce moment, c'est pas pour moi, devient en fait quelque chose qu'on a honte de dire ou de faire, malgré qu'on dit à tous nos patients que c'est correct. Mais quand ça vient à nous, ça devient un petit peu plus difficile. Alors, je vous demanderais en fait de vous regarder avec ça. Et s'il y en a qui se sentent ou qui désirent oser pour dire, regarde, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça là, dans le dernier, puis peut-être si vous pouvez parler même du dernier mois. Okay? Alors, ce qu'on sait, c'est que la fatigue, comment ça peut se manifester, c'est de différentes façons. Puis peut-être que pour certains d'entre vous, vous le sentez plus dans votre corps, d'autres plus dans vos comportements, d'autres plus dans votre tête, puis d'autres plus dans votre être. Alors, les conséquences psychologiques, je vais commencer par ça parce que c'est sûr que c'est ceux-là qui m'intéressent. On va voir beaucoup des fois d'irritabilité, d'anxiété, de sentiments d'humeur dépressive, une certaine perte de motivation, une somnolence, que j'aimerais quand même différencier de la fatigue. Tu sais, la somnolence est vraiment reliée à la privation de sommeil, ça fait que je ne dors pas assez. Tandis que la fatigue, elle peut avoir des causes qui peuvent être un peu plus multiples, comme je n'ai pas assez bien mangé, je ne me repose pas assez ou je ne fais pas assez d'exercice physique. Et une certaine fragilité accrue. C'est ça qui est un peu comme le graphique qu'on démontrait, c'est que notre niveau de base change, fait que ça fait que des fois, on est plus facilement activé ou on est plus facilement dérégulé à ce moment-là. Des changements cognitifs, difficultés à se concentrer, à être indécis, à avoir des difficultés d'inattention. Je ne sais pas si vous, mais des fois, juste chercher nos mots. Moi, des fois, j'ai l'impression, quand je suis très fatiguée, là, que tout mon vocabulaire m'échappe, puis ça irrite beaucoup les gens à côté de moi quand je dis, ben, tu sais, si tu peux me chercher le chose à côté de l'affaire, ça m'aiderait beaucoup parce que j'ai besoin pour faire ma patente. Et ça, c'est des choses qui arrivent quand on est fatigué. Des fois, notre vocabulaire, notre fluidité verbale part. Diminution du jugement, diminution du temps de réaction. Ce qui amène aussi, c'est un peu relié au comportement. Alors, on va voir, bien, il va y avoir plus de risques d'erreur. Des fois, on sait que suite au corps de travail, il y a eu plus d'accidents de voiture, par exemple, parce qu'on est peut-être moins présent, on est peut-être moins rapide dans nos comportements ou dans notre temps de réaction. Diminution de la performance au travail, des erreurs un peu plus fréquentes et aussi des choses qu'on va voir, ça va être des choses comme, bien, je vais en parler un peu tantôt, on va augmenter nos stratégies compensatoires. Je me sens fatiguée, fait qu'est-ce que je fais? Je m'achète une plus grosse tasse de café et je bois davantage de café ou peut-être que je me mets à fumer ou peut-être que je suis tellement activée quand j'arrive à la maison après un quart de travail que je me prends 1 ou 2 drinks pour être capable de réduire mon activation pour permettre de tomber endormie. Mais comme on va le voir et que vous le savez probablement, des fois, c'est que ça exacerbe les problèmes après ça. Et c'est souvent pas quand on est fatigué qu'on a plus le goût non plus d'aller faire de l'exercice ou de prendre soin de soi ou de prendre le temps de faire un repas équilibré. Et les effets de la fatigue, vous pouvez peut-être les vivre de façon très subtile. Et des fois, ça prend du temps avant de réaliser, OK, ça, c'est ma fatigue qui s'est installée. Et on a l'impression qu'on s'habitue, mais ce que les recherches nous disent, c'est qu'on ne s'habitue pas vraiment à la fatigue et que les gens qui sont fatigués, des fois, ne sont pas tout à fait conscients de l'ampleur de leur fatigue. On n'est pas toujours le meilleur juge pour nous. Alors, des fois, ça peut être intéressant de demander à notre environnement, tu me trouves-tu un petit peu plus fatigué? Puis quand je suis fatiguée, j'ai de l'air de quoi, si vous voulez oser? Parce que des fois, on n'est pas toujours le bon guide. Et au niveau physique, bien, on sait que le fait d'avoir une fatigue peut nous amener à faire des petites micro-siestes. Des fois, on pourrait juste fermer nos yeux un petit peu, puis on part durant une présentation, pas celle-ci naturellement, mais admettons qu'on est dans des présentations ou dans un meeting, on pourrait être plus à risque de ça. Des problèmes de santé physique. Alors, on sait que la fatigue est quand même reliée avec des problèmes de santé comme le diabète de type 2, l'obésité. Et ça, je trouvais ça intéressant de dire qu'il disait, par exemple, d'avoir vécu beaucoup de changements au niveau du rythme circadien. Ça peut venir changer les hormones de l'appétit ou avoir certains changements métaboliques, de la résistance à l'insuline, tout ça. Fait que c'est pas juste de dire, ben, tu sais, parce que je suis fatiguée, j'arrive à la maison puis je prends pas le temps puis je mange mal, mais aussi c'est physiologiquement, dans notre corps, il y a des choses qui changent qui peuvent nous rendre plus à risque de développer un surpoids. Et la douleur ou les risques de chute aussi augmentent.
Et là, je vais vous demander, une fois que vous avez regardé, puis dire, je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui écrivaient un petit peu pour dire comment ils se sentent, mais je vais vous demander de dire, c'est quoi votre excuse préférée? Hein? C'est quoi l'obstacle que vous vous dites, OK, admettons que vous avez vu que peut-être c'est vrai que je suis fatiguée. Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas le temps de vous reposer ou que c'est difficile d'avoir un moment de récupération? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient le mettre dans le chat? Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez peut-être pas autant de temps pour vous reposer ou que vous ne prenez peut-être pas autant de temps pour récupérer? Là, j'ai la difficulté à voir le chat en même temps que je fais ça. Alors, s'il y a des gens qui peuvent... Oh, attends, je suis capable. Ça arrive. Je suis trop en retard au travail. Ouais. Ah, j'ai pas le temps. Hein? Alors, peur de laisser trop de travail aux autres. Oui. Ça, c'est souvent, hein, c'est j'ai pas le temps ou si je prends du temps pour moi en ce moment, ben ce qui va arriver, c'est qu'après, je vais payer pour. Les Moses de courriel, oui. Ah, les voisins, les patients qui nous disent qu'ils ne nous ont pas vus depuis 1 an. Alors, le sentiment d'obligation, puis un certain jugement, puis honte, puis culpabilité. Alors, ça, c'est justement, mais je suis contente de voir qu'il y a différentes excuses, hein? Mais une que j'aime beaucoup parce que les gens disent souvent, je n'ai pas le temps. Et j'aimerais qu'on enlève la variable temps de ça parce que je pourrais vous demander bien, combien de temps dans la dernière semaine vous avez passé peut-être sur les médias sociaux, perdre votre temps peut-être à lire des articles qui n'étaient pas super pertinents ou, par exemple, parce que moi, je sais, quand je suis fatiguée, c'est là où je me fais prendre par mon Outlook là, qui me suggère qu'est-ce qui est arrivé à la dernière vedette que je ne connais même pas, puis vraiment pour qui j'ai aucun intérêt, mais je me vois commencer à cliquer pour en apprendre davantage, puis je me dis, mais voyons donc, fais ce que tu as à faire, fais pas ça. Hein? Il peut y avoir aussi que vous commencez à dire, ah, ben j'ai fait beaucoup de shopping sur Amazon cette semaine, j'ai pris le temps d'aller voir, me créer des nouveaux besoins. Combien de temps vous avez passé juste, par exemple, à critiquer un certain changement ou une certaine personne? On va nommer ça comme ça, mais mettons qu'il y a eu des changements informatiques là, dernièrement, dans où vous travaillez. Tu sais, combien de temps vous avez pris à en parler puis à dire que ça n'avait pas de bon sens? Par exemple, quelque chose qui aurait un effet sur vos ordonnances. Là. Je ne sais pas si ça fait partie du quotidien de certains. Mais disons qu'on en prend du temps. Et on en prend du temps parfois à faire des choses qui n'ont pas nécessairement un effet sur notre bien-être. Fait que le temps, c'est sûr que c'est une composante, puis je ne veux pas vous minimiser là-dedans, mais le temps, ce n'est pas juste ça. Souvent, ce que je vois ou puis ça a quand même été nommé dans le chat par certaines choses, c'est qu'on a certaines autres choses qui nous appartiennent qui rendent ça difficile de se donner le droit de prendre du temps. Et on sait, par exemple, que des obstacles à prendre soin de soi, c'est souvent des choses comme le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, c'est difficile parce que ça nous donne à la fois, pourquoi on aime être perfectionniste d'une certaine façon, c'est que ça donne un sentiment de contrôle, mais c'est faux. Hein? Mais c'est quand même perçu positivement. Je suis toujours la personne qui dit oui, je suis toujours la personne qui fait bien les choses. À ce moment-là, bon, on me reflète une belle image de moi, puis ça va bien. Et c'est souvent très renforcé dans la culture médicale. Et il y a souvent un stigma associé à la personne qui dit, ben moi, j'aime juste être good enough. Hein? On se dit, ben voyons donc. Alors, il y a comme un effet ou une pression à maintenir ça, mais le danger du perfectionnisme, c'est que c'est relié à de l'anxiété, à des problèmes de santé. Les perfectionnistes sont souvent davantage des gens qui vont être fatigués et c'est que ça rend ça difficile, il manque un C ici, mais ça rend ça difficile de prendre soin de soi. Parce que quand on vient pour prendre soin de soi, on se dit, ben non, mais j'aurais pu donc faire ça. Hein, je ne devrais pas être en train de relaxer. J'ai tout ça à faire, puis je me sens coupable. Hein, ou je me sens coupable, ben justement, je me dis, ben les autres sont en train de travailler, puis moi, je ne suis pas en train de le faire, ça va avoir un surplus pour eux autres. Ou je me sens coupable, parce que je me dis, je devrais être capable de le faire, je devrais être capable de pouvoir tout faire, dans le fin fond. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que quand le perfectionnisme s'installe, ça rend ça très difficile de récupérer. Puis même quand on essaie de récupérer, c'est difficile parce que tout le temps, on doit déconstruire notre culpabilité, puis ça aussi, ça prend de l'énergie.
Peut-être que vous avez tendance à tomber dans le piège aussi un petit peu, puis qui viennent ensemble de gens qui ont un don de soi excessif. Hein, c'est comme si on n'a pas nécessairement de limite. Et c'est certain que ça reflète une belle image de nous, si on est toujours là, puis les gens apprécient ça de nous, mais c'est difficile à soutenir à long terme, surtout quand on vit ce qu'on est en train de vivre, qui est un stresseur chronique. Si vous avez tendance à tomber là-dedans une fois de temps en temps, c'est une chose, mais pendant plusieurs mois d'affilée, ou peut-être même pendant plus de 20 ans, 30 ans de votre vie, si vous êtes quelqu'un qui priorise jamais ses besoins ou très peu ses besoins, bien, ça va mener à un certain épuisement. Puis après ça, peut-être même un certain cynisme. Et aussi, le danger, c'est que ça entraîne votre entourage un petit peu, des fois peut-être à prendre avantage de vous parce que c'est plus difficile pour vous de mettre des limites. Peut-être que vous avez tendance, l'autre attrape, à porter le mauvais masque. C'est que vous l'êtes fatigué, vous êtes peut-être près d'un épuisement professionnel, mais vous vous dites, je ne peux pas me donner le droit de le nommer ou de le dire. Hein, parce que je vais minimiser ma souffrance, je vais dire, je vais dire, ah ben, c'est comme ça pour tout le monde, je suis certain qu'il y en a des pires que moi. Hein, et ça peut, ça, à court terme, nous aider à gérer ça, de se minimiser. Mais à long terme, si vous n'écoutez pas ce qui se passe réellement pour vous, puis ce que votre corps puis votre être essaie de vous dire, bien, vous allez peut-être plus à risque d'avoir de la dépression, de l'anxiété. Ou aussi, ce qui est triste, c'est que vous ne communiquez pas les bons messages à votre entourage. Peut-être que votre entourage vous regarde et dit, ah, ben, de l'air bien correct, mais dans le fin fond, vous ne l'êtes pas. Donc, le niveau d'aide que vous allez recevoir, bien, vous n'en aurez pas autant. Alors, peut-être s'il y en a dans le chat qui veut dire c'est quoi leur attrape, autre que le moins de temps. Est-ce qu'ils ont tendance à tomber dans le perfectionnisme, dans la surcompensation ou dans la minimisation, par exemple, de ce qu'ils vivent? Ou peut-être les trois. Hein? Si vous êtes vraiment perfectionniste comme moi, bien, vous dites, moi, je fais bien toutes ces affaires-là. Hein? Et j'en ai parlé un petit peu, mais aussi de faire attention aux contre-mesures. Alors, c'est sûr que quand on a tendance, on dit, j'ai pas beaucoup de temps ou je me sens fatiguée, mais c'est drôle comment il y a un attrait, et je vous dirais même que cet attrait-là est physiologique à un certain point. Il y a un attrait pour les choses qui sont moins bonnes pour nous. Hein, et ça aussi, il faut prendre le temps d'y regarder. Et je ne sais pas ici si dans le chat, il y en a perfectionniste à 100%, minimisation, un peu des trois. Hein? À aller dire, les autres sont capables, pourquoi pas moi? Hein? Et ça, c'est tellement intéressant parce que des fois, j'aurais envie de regrouper tout le monde puis de dire, est-ce que vous vous rendez compte que tout le monde ici se demande pourquoi toutes les autres sont capables sauf qu'eux? Hein, parce que c'est une tendance du perfectionniste de sentir que si j'y arrive pas, il doit y avoir juste moi qui est comme ça. Quand on se rend compte que la majorité des gens n'y arrivent pas en ce moment ou ne sont pas en mesure ou ont tous un moment de souffrance, ont tous, puis ça peut être, c'est pas obligé d'être identique. Hein, on ne va pas tous souffrir à la même place, mais la majorité des gens ont des moments de souffrance. Ça fait partie de l'expérience commune humaine d'avoir des moments de souffrance, d'avoir des moments où j'y arrive pas, d'avoir des moments où je suis incertain. Il n'y a pas personne, en fait, j'aimerais oser demander à la personne dans le chat qui n'a jamais eu ce moment-là, je te dirais dans la dernière semaine, où il n'y a jamais eu un moment où il s'est dit, ouf, c'est un peu plus rough aujourd'hui, ou je me sens moins bien par rapport à moi, ou peut-être par rapport à quelqu'un, avoir une inquiétude. J'aimerais ça que cette personne-là se présente et dise, non, moi, c'est la vie, là, c'est extraordinaire. À chaque moment, j'ai de la beauté à l'intérieur de moi. Ça ne veut pas dire que quand on souffre, qu'on n'est pas capable d'avoir des expériences positives, mais c'est normal comme être humain d'avoir des moments positifs, des moments plus inconfortables et d'avoir de la souffrance. Malheureusement, on n'a pas appris ça. Ce qu'on a appris, c'est que s'il y a la souffrance, il doit y avoir quelque chose que moi, j'ai fait pour me rendre là. Alors, il faut que je me change de ça. Et ça crée davantage de souffrance. C'est normal d'avoir des moments où je me sens épuisée, où je me sens, surtout dans le contexte qu'on est là. Ce qu'il faut faire, c'est comment je réagis à ça. Et déjà, si on peut enlever la honte face à ça ou le sentiment de surresponsabilisation, de culpabilité, ça enlève beaucoup. L'autre chose à faire, c'est un petit peu ça, c'est de regarder puis de dire, mais vers quoi je me tourne, par exemple, quand je me sens moins bien. Parce que je me disais, mon Dieu, que le système humain est mal fait. Parce que imagine si quand je me sens fatiguée, c'est là que mon goût de faire de l'exercice augmenterait. Imagine quand je me sens fatiguée, c'est là où le goût pour du kale devient plus patent.
Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? J'ai pas le goût d'aller me faire une salade, j'ai le goût de manger de la pizza, j'ai le goût de prendre plus de café, j'ai le goût de manger des beignes. Puis c'est le verre de vin qui m'appelle beaucoup plus que mon eau pétillante une fois que j'arrive à la maison. Et ça, c'est un petit peu, il y a des raisons physiologiques pour ça, mais c'est faire attention d'avoir ces choses-là sur notre radar parce qu'à court terme ou un petit peu, c'est correct. Mais si je vis simplement sur le café présentement, à ce moment-là, je dois avoir ça sur mon radar. Et aussi, je vous dirais, ce qui est intéressant, ça me fait toujours rire, je ne sais pas si, tu sais, des fois, on va dire, même dans les hôpitaux, on le voit, pour féliciter les travailleurs de la santé, on leur achète de la pizza. Puis je me dis, c'est donc bien le fun, mais en même temps, ça ne m'aide pas, ça. Hein? C'est une partie de moi que ça aide et qui aime ça, mais j'aimerais ça que peut-être qu'on prenne le temps de me donner un bon petit repas complet qui fait que quand je la mange, après ça, je ne me sens pas comme « là, j'ai mangé de la pizza. » Fait que là, à 3 heures, je vais donner super plus fatiguée parce que là, je suis pleine. Puis là, quand je vais arriver à la maison, je me dis « manger de la pizza aujourd'hui, tu peux même en faire une poutine en arrivant à la maison, tant qu'à faire. » Tu sais? Alors, ça serait intéressant. Il faut voir comment on a tendance aussi, même dans notre environnement de travail aussi, qui rend ça pour les travailleurs de santé plus difficile. Hein? Parce que des fois, ce qui est offert à la cafétéria ou ce qui est offert rapidement, c'est généralement pas des choses qui sont bonnes pour la santé, mais aussi qui ne nous aideront pas avec la fatigue. Alors, trucs et astuces. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date ou des réactions avant qu'on rentre dans... On a parlé de pourquoi vous allez peut-être potentiellement être fatigué. Des fois, qu'est-ce qui nous empêche? On a vu que des fois, la fatigue vient avec le fait qu'on n'a pas eu le temps de récupérer. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de récupérer? Est-ce que c'est parfois, oui, le temps, mais notre perfectionnisme, notre minimisation ou le fait qu'on a tendance des fois à se dévouer ou à se donner beaucoup trop sans nécessairement prendre le temps pour soi? Avant qu'on rentre dans les astuces, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Vous vous sentez tous zen et prêts à aller vers les astuces? Parfait. Alors, je ne passerai pas énormément de temps sur ça. Puis une des premières raisons, c'est que je me dis, vous les connaissez, vous les enseignez peut-être, probablement, vous les dites à répétition dans une journée. Je vais juste vous les rappeler, parce que je pense que même un cordonnier mal chaussé doit se rappeler de ces outils, mais je ne vais pas les décrire en long et en large, compte tenu du fait que j'ai une petite idée que vous les connaissez déjà. Mais des fois, c'est un bon rappel de pratiquer des stratégies d'autocompassion, de gratitude, d'être plus intentionnel dans ses choix. Parce que ça, c'est une autre chose quand on est fatigué. Des fois, c'est là où on a tendance, on disait le jugement, des fois, c'est là qu'on a tendance à s'embarquer dans plein de choses sans nécessairement faire le recul pour dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je veux m'impliquer? Hein? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Ou est-ce que je suis comme sur mon pilote automatique, puis je dis oui, ou je m'embarque dans des choses, mais dans le fin fond, est-ce que j'ai vraiment le goût? Est-ce que c'est vraiment prioritaire en ce moment? Plutôt que juste dire je vais le faire. Parce qu'un peu les perfectionnistes, quand ça vient fatiguer, ça continue juste à faire, plutôt que de dire peut-être je n'ai pas besoin de faire ça en ce moment. Peut-être que ça, ce n'est pas aussi prioritaire compte tenu de la situation. Prendre des pauses, faire des étirements, juste des fois pouvoir se lever, s'étirer entre 2-3 patients, identifier des périodes de récupération aussi. Et ça vient aussi avec l'intention de dire, peut-être pas attendre de dire je vais me reposer ou je vais prendre une pause quand je vais être rendue à la maison. Parce que très rarement, ça va arriver. De dire, dans ma journée, je peux-tu me prendre 5 minutes? Ou je vais même peut-être m'enfermer dans un bureau ou dans ma salle de consulte. Je fais juste respirer, puis je ferme mon téléphone, je ferme ma porte. Personne n'a le droit de me déranger. Je prends juste 5 minutes à moi là, où je m'assois puis je respire. Prendre le temps de bien boire de l'eau, vous assurer que peut-être vous oscillez entre votre café puis de l'eau, et de bien d'essayer aussi peut-être d'avoir de la bonne nutrition. Et moi, c'est une chose que j'ai incorporée un moment donné avec mes résidents. Je dis là, on va arrêter de s'apporter des bonbons, on va arrêter de s'apporter. C'est le fun, mais moi, à 3 heures, c'est sûr que je te dévalise tout ça. Puis après ça, je me sens mal. Puis après ça, j'ai le goût de m'endormir. Fait que j'ai dit, est-ce que c'est possible qu'on s'amène juste des snacks santé? Hein, comme ça, quand on a notre petit moment là, où on a une baisse là, vers 3 heures, on a des options plus intéressantes. Collaborer ensemble aussi, c'est important. De pouvoir se tourner un vers l'autre, c'est vraiment important. De pouvoir dire « My God, je suis fatiguée », puis plutôt que d'entendre « On est tous fatigués hein? », ça serait de dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? » Ou juste d'être là puis valider que « Ouais, moi aussi, je suis fatiguée, puis on ne l'a pas facile dernièrement. » Faire de l'exercice, on le sait, hein?
dans plein d'études pour combattre la fatigue, faire de l'exercice, je vais juste vous le dire, c'est intéressant. La pleine conscience, vous connaissez ça aussi, et avoir une bonne hygiène de sommeil, c'est-à-dire de vous donner un temps de repos avant d'aller vous coucher. Vous les connaissez, les trucs d'hygiène de sommeil. Puis, je vous ai mis aussi des ressources là, si vous voulez en apprendre davantage. Je vous ai mis l'autocompassion, par exemple, parce que celle-là, elle est importante pour moi parce qu'elle est un peu l'antidote à la culpabilité, au perfectionnisme, puis à la tendance à minimiser. Hein, c'est des fois prendre le simple temps de faire des petits gestes comme de mettre sa main sur sa poitrine, juste comme un geste de réconfort. Fait que c'est même pas d'être obligé de se dire rien. Il y en a qui vont aller plus loin puis même se donner un câlin. Moi, je ne suis pas rendue là, mais je suis rendue à pouvoir mettre ma main sur ma poitrine puis me dire, tu sais, c'est correct. Un peu comme les moments, les compassion break, hein, les moments, les pauses d'autocompassion, de dire, regarde, c'est juste un moment difficile. La souffrance, c'est humain, c'est normal. Plutôt que de me dire, bien, comment ça se fait que je ne suis pas capable, comment ça se fait de dire, regarde, tu as fait une erreur. C'est normal de faire des erreurs, tu es humaine. Maintenant, qu'est-ce que ça te dit, ça? Qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Peut-être que j'ai besoin de ralentir un petit peu, peut-être que j'ai besoin de reposer. Puis des fois, c'est peut-être juste que j'ai besoin d'être patiente avec moi-même, que compte tenu de la situation, je ne peux pas tout faire parfaitement. Puis ça se peut que je vais faire des oublis ou des erreurs. Okay. Et même aussi, des fois, avant une tâche difficile, ça peut être intéressant de se rappeler que oui, c'est une tâche difficile, oui, c'est peut-être stressant ce qu'on va aller faire, mais dans le fin fond de nous, il n'y a peut-être pas aussi une grosse conséquence que nous, on se donne. T'sais. Que même si vous prenez un peu de temps pour vous, puis ça fait que vous avez un petit peu plus de courriel ou que quelqu'un est irrité parce que vous avez, ou un patient n'est pas content de vous, ben, vous êtes quand même une personne aimable et aimée. Et des fois, c'est important de s'en rappeler, ça, qu'on a une petite gang intérieure, que ce soit vos enfants, votre conjoint, conjointe, vos amis, vos parents, vos grands-parents, que même si vous n'êtes pas parfait, même si vous décevez certaines personnes, même si des fois, vous avez l'impression que parce que vous dites non, le monde ne vous aime plus, mais de dire non, c'est pas vrai, je l'ai, ma gang, puis ma gang à l'intérieur, elle m'aime pas parce que je suis le médecin parfait, elle m'aime pas parce que mon next to est dans 24 heures ou parce que hein, ces personnes-là m'aiment pour qui je suis. Vous apaisez par les sens, fait que peut-être dans le temps que vous avez votre 5 minutes dans votre salle de consulte ou entre des patients, de pouvoir juste nommer 5 choses que vous voyez pour vous regrounder dans le moment présent. Des fois, ça peut être de juste sentir quelque chose qui vous reground, qui vous apaise. Des fois, juste de prendre une gorgée d'eau puis de la goûter puis de la sentir à l'intérieur. Juste de remarquer les sons qui vous entourent. C'est sûr que si vous êtes à l'urgence, vous allez avoir plusieurs choix, hein, ou dépendamment sur les étages. Là, un petit patient qui crie ou quelque chose comme ça, il n'y a rien de mieux pour se regrounder dans l'état présent. Maintenant, les trucs et astuces pour l'autre. Et c'est là où je voudrais prendre un peu plus de temps avec vous, le dernier 15 minutes, la gestion des situations difficiles. Parce que c'est intéressant de voir, bien, qu'est-ce qui est difficile pour moi? C'est quoi les réactions des patients qui me titillent le plus et qui viennent probablement plus me chercher quand je suis fatiguée? Est-ce que c'est les patients qui arrivent et qui sont comme « Ah, je ne suis plus capable, aide-moi, viens me sauver. » Est-ce que c'est les patients qui sont plus agressifs, qui sont plus demandants qui viennent? Est-ce que c'est ceux qui sont déprimés et qui me disent « Il n'y a rien que je peux faire, quelle est ma situation? » Quelles sont les réactions qui viennent en dedans chercher là, le sentiment de « Et quand vous êtes là, c'est quoi votre réaction? Est-ce que vous avez tendance à tomber à une certaine impuissance, de dire « Je ne sais vraiment plus quoi faire? » Est-ce que vous avez tendance à vouloir toutes les sauver et à dire « OK, bien là, moi, je vais te prendre en charge, puis tu vas voir, je vais te donner les solutions. » Est-ce que vous venez frustré, puis vous vous désengagez? Est-ce que vous dites, je me demande s'il n'y a pas un petit médicament, un petit pilule que je pourrais donner à cette personne-là, puis pouvoir qu'elle fasse, puis qu'elle parte le plus rapidement possible? Est-ce que vous dites, ah, ça, c'est le genre de patient que je devrais envoyer à une collègue ou un collègue? Est-ce que vous vous dites, non, moi, ça me va, je me sens compétent là-dedans, j'aime ça travailler avec ces enjeux-là? Est-ce que vous dites, vous devenez peut-être plus de dire, moi, je ne veux plus jamais travailler avec ce monde-là, puis vous mettez des grosses limites? Ou est-ce que vous dites, vous tombez, par exemple, dans tous les outils possibles, puis faites juste leur donner des outils sans nécessairement vouloir les entendre ou rien, mais juste dire, regarde, médite. Hein? La méditation, c'est important. Ta mindfulness, regarde, je te donne 3-4 petits liens, là, va méditer, je te jure, ça va bien aller. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Fait que peut-être vous pouvez même écrire en chat, c'est quoi les réactions qui vous titillent le plus, puis c'est quoi votre réaction préférée ou comment vous avez tendance à gérer ça?
Alors, ce qu'on regarde. Alors, à ce moment-là, c'est important de se demander qu'est-ce qui se passe dans le fond de moi. Alors, on a notre réaction. J'aime l'idée du iceberg parce qu'on a notre réaction à la situation, mais des fois, ce n'est pas toujours qu'est-ce qui se passe dans le fond. Hein? Fait que peut-être que je réagis avec la frustration, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que je me sens impuissant. Puis moi, je ne suis pas une personne qui aime ça, se sentir impuissant. Je n'aime pas ça, pas savoir. Puis quand je ne sais pas quelque chose, ben, j'ai tendance à devenir plus frustrée. Est-ce que c'est j'ai peur? Est-ce que c'est, puis on va en parler, de la fatigue? Fatigue de compassion. Est-ce que c'est je suis fatiguée tout court? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est que ça me rend triste? Est-ce que peut-être je suis triste pour d'autres choses ou je suis pas bien moi-même? Donc, quand ces situations-là arrivent, ça vient davantage m'activer. Fait que c'est quoi l'émotion qui est en dessous de ma réaction? Parfois, c'est très relié. Hein? Si quelqu'un c'est normal, hein? Si on est agressif envers moi, que j'ai de la peur, puis qu'à ce moment-là, j'ai tendance à vouloir être réactionnelle. Mais c'est important justement de dire qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour moi là-dedans? Qu'est-ce que ça vient chercher? Et quelles sont, parce que nos réactions sont souvent informées par des besoins non comblés. Les émotions et les besoins, ça va ensemble. Quand on est triste, on a besoin d'être réconforté. Quand on a peur, on a besoin d'être protégé ou d'être rassuré. Hein? Quand on a honte, on a besoin des autres pour nous aider à nous sortir de là, pour savoir qu'on appartient au groupe. Alors, et quand on est en colère, souvent, c'est qu'on a besoin aussi de pouvoir mettre, parce qu'on se sent transgressé, bien, on a des besoins qui en viennent à propos de ça, d'être considéré, d'être respecté. Quel est le besoin qui est en arrière de ça, qui n'est peut-être pas comblé pour moi? Puis peut-être que j'ai un besoin d'être perçu comme étant quelqu'un de compétent. Puis quand j'ai quelqu'un qu'on dirait qu'il n'y a rien qui marche avec eux, bien, ça vient me chercher là-dedans, puis à ce moment-là, je réagis. Peut-être que j'ai justement le besoin de me sentir efficace. Peut-être aussi que c'est justement, je suis fatiguée. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin d'un break, là, parce que je me sens plus réactionnelle. Puis aussitôt qu'un patient commence à tomber dans ces eaux-là, tout de suite, je me dis, oh mon Dieu Seigneur. Tu sais. Et à ce moment-là, c'est important pour nous de réagir puis de dire, donc pour être le meilleur clinicien, pour être, pas parfait, mais pour être un meilleur clinicien, je me dois de prendre du repos. Hein, c'est un peu comme voir le repos et la récupération, c'est autant important que le développement continu ou la formation continue. C'est autant important mon repos et ma récupération que de prendre, que de travailler. Que c'est juste l'autre face de mon travail. Que pour être un bon travailleur, je me dois de me reposer et de récupérer. C'est autant important. Et peut-être que j'ai juste besoin de mettre des limites. Et ça, je sais que c'est difficile parce que souvent, quand je travaille à la santé, ils disent « mais je ne peux pas mettre de limites ». Et c'est vrai que vous êtes peut-être plus limité dans votre capacité à mettre des limites, mais j'aimerais quand même qu'on regarde un petit peu quels sont le genre de limites qu'on peut mettre. Parce que si, je vois un peu comme un travailleur de la santé, si tu n'apprends pas à mettre des limites ou si tu ne mets pas de limites, tu vas te perdre dans le système. Hein? Les demandes sont tellement élevées et le niveau de ressources est tellement bas qu'il n'y a pas un équilibre. Et tu ne peux pas t'attendre qu'ils vont l'équilibrer pour toi. Alors, je ne sais pas, moi, c'est peut-être éphémère ce que je veux dire, mais de dire la journée où le système de santé va venir me voir pour dire « Écoute, Mélanie, on a considéré ça, là, je pense qu'on t'en demande trop. » Fait que ce qu'on va faire, on va te donner toutes ces ressources-là pour toi, pour t'appuyer, pour que tu sentes que quand tu rentres le jour, tu n'es pas débordé. J'ai arrêté de l'attendre, cette journée-là. Je me dis « Bon, ça, c'est là, ça, c'est ici. » Fait qu'il y a un peu, et c'est dommage, ce serait le fun, et les organisations et le système doivent s'habiliter et doivent se responsabiliser, mais dans l'attente de ça, moi, qu'est-ce que je peux faire comme individu pour tenter de peut-être me garder un petit peu plus intact à travers ça, puis de ne pas me perdre, puis de ne pas me sentir déchirée. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Brené Brown et je vous encourage fortement à la relire des fois dans des moments plus difficiles qui dit « Oser fixer des limites et d'avoir le courage de nous aimer, même quand nous risquons de décevoir les autres. » Hein? Parce que ça, pour moi, c'est important parce que si on attend de dire « je vais mettre des limites » quand tout le monde va être content que je mette des limites, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais je le vois comme mettre des limites, c'est un acte de courage. Alors, ce n'est pas un acte de faiblesse, ce n'est pas un acte qui démontre que je ne suis pas à la hauteur, c'est un acte courageux. Et moi, je souhaite pouvoir être vue comme une personne courageuse qui ose faire certaines choses, même quand il risque d'y avoir des conséquences.
Alors, si vous voulez vous embarquer dans le courage, c'est un petit peu de regarder quelles seraient des limites que je pourrais mettre en place. Qu'est-ce qui m'aiderait? Est-ce que c'est la durée de mes rendez-vous? Est-ce que c'est ma disponibilité auprès des patients? Est-ce que c'est certaines heures de travail que je pourrais peut-être modifier? Ce n'est pas nécessairement dire de réduire, mais peut-être que je peux modifier. Est-ce que c'est la nature aussi de mon travail que je peux changer? Parce qu'on l'a vu, si je suis juste tâche complexe, tâche complexe, tâche complexe, c'est trop là. Il faut que j'aie des moments où peut-être il y a une variabilité dans mes tâches, dans ma journée. Puis peut-être que ça, juste ça aide à protéger ma fatigue. Hein? Par exemple, si je me dis, ben, je vais faire telle activité, je vais avoir des patients le matin, de dire juste peut-être quelqu'un qui n'a pas son micro de fermé, juste de le fermer, parce que j'entends d'autres petites choses aussi en ce moment. Juste, je ne veux pas que personne se compromette. Alors, des petites chicanes de matin en famille qu'on pourrait écouter là, à ce moment-ci. Hein? Et aussi le type de contact avec le patient. Et est-ce que vous pourriez vous faire une genre de politique interne, vous-même vous écrire une politique, de dire qu'est-ce que je veux, moi, quand on manque des rendez-vous, quand les patients annulent les rendez-vous? Comment je veux réagir pour les patients qui demandent mon avis, mais qui ne mettent pas les choses en place? Comment je veux réagir pour les patients qui demandent des examens médicaux ou traitements non recommandés? Comment je veux réagir pour les patients qui ont des comportements désobligeants à mon égard? Puis comment je veux réagir aux patients qui disent qu'il y a juste moi qui peux les aider, puis qu'il y a juste moi qui est là. Puis quand je ne suis pas là ou quand je suis absent, ben c'est désastreux, puis à ce moment-là, ils réagissent mal. L'idée, c'est de dire comment j'aimerais pouvoir réagir à ces gens-là. Avant même un petit peu, puis de dire, avez-vous même réfléchi? Parce que sinon, on est souvent réactionnel, on réagit quand ça, c'est là, mais de dire, ça serait quoi, moi, ma politique interne? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire que je vais réagir? Puis à ce moment-là, bien, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir réagir comme ça? Hein? Par exemple, de dire, bien, il y a les caractéristiques des patients, il y a les caractéristiques des situations, mais il y a aussi, moi, il faut que je me gère là-dedans. Puis d'essayer de voir c'est où que c'est difficile de mettre des limites pour vous. C'est quoi les comportements qui sont difficiles, puis qu'est-ce que ça vient chercher pour vous, ça? Puis après, c'est un peu de se faire des chartes de limites. Hein? Alors, d'expliciter vos limites, par exemple, pour éviter les automatismes. Hein? Et la raison pour ça, c'est que souvent, quand on est pris dans la situation, on va tomber dans nos vieux patrons, puis on va en donner plus, on va réagir mal, on va faire toutes ces choses-là, plutôt que de prendre du recul puis dire, OK, c'est quoi, là, moi, que je veux faire? Puis vraiment tenter d'être plus explicite puis intentionnelle dans ma limite. De dire peut-être que des patients qui ne veulent pas mettre les choses en place, bien, je vais être gentille avec eux, mais je vais leur dire, écoute, prends un petit peu de temps pour y réfléchir. Je vais leur donner la balle davantage dans leur camp, de dire, écoute, ça ne semble peut-être pas être un bon moment pour toi de faire tous ces changements-là. Quand tu seras prêt, ça va me faire plaisir, je vais être là, mais moi, je ne vais pas travailler plus fort qu'eux autres. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut que je me donne le droit de faire? Hein? Et un peu de tolérer les inconforts reliés avec mettre des limites, parce qu'il y a une raison qu'on ne met pas de limites, c'est que souvent, c'est inconfortable de mettre sa limite. Mais de se rappeler que l'inconfort de mettre sa limite, elle est souvent court terme. Quand vous dites non à quelqu'un, vous allez vous sentir mal peut-être pour les premiers, pour moi, 10-15 minutes, si même, je vous mettrai au défi de l'essayer, mais si vous dites oui à quelqu'un, vous n'allez pas vous sentir mal initialement, mais après, allez-vous être comme fâché d'avoir dit oui? Puis comment tant que ça va durer cet impact-là? Hein, si je dis, je me sens mal, puis je dis oui tout de suite, mais après ça, ça me cause 20 heures de travail après, puis là, ça fait que je suis frustrée cette journée-là, parce que souvent, c'est ça qui arrive, de dire, bien ça, c'était peut-être un exemple que j'aurais dû dire non, puis tolérer l'inconfort immédiat. Et des fois, il peut même y avoir comme des citations que vous vous dites dans ces moments-là pour tolérer l'inconfort, hein, d'idée que les femmes gentilles passent rarement à l'histoire. Alors ça, c'est une que j'aime, tu sais, well-behaved women seldom make history, de me dire, j'ai le droit des fois de déplaire, j'ai le droit d'être pas la fille la plus gentille. Ça ne veut pas dire que je suis méchante, par exemple, mais c'est correct de ne pas tomber toujours dans le don de soi à outrance. Hein, que clear is kind, que des fois, c'est mieux avec les gens de mettre des limites claires. C'est plus gentil que faire des promesses que je ne suis pas capable de tenir. Hein, et que je peux me donner la permission, et ça, je vais le redire, de dire non et de décevoir. Et quand on décide de faire ça, c'est important aussi de prendre une bonne respiration, de s'ancrer, hein, de juste peut-être faire des petits check-ins internes qu'on appelle le stop. Hein. Stop, c'est vraiment de ralentir, prendre une bonne respiration, juste identifier ce qui se passe, puis poursuivre.
et de le dire et de nommer clairement nos limites sans trop tenter de justifier. On est bon pour justifier. Je suis désolée, je ne t'ai pas vu, ça fait tant de temps parce que telle chose. Ben, des fois, c'est comme si on a fait quelque chose de mal, mais peut-être que vous n'avez rien fait de mal. C'est normal si vous ne pouvez pas voir tant de personnes. Alors, quand la personne exprime sa frustration, vous pouvez valider l'émotion de la frustration, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de vous justifier ou d'expliquer pourquoi non plus vous avez besoin de mettre une limite. Parce que le danger, si on met une limite, on s'explique, c'est que là, la personne va rentrer dans les explications avec nous pour essayer de nous convaincre. Si je dis non, je ne peux pas faire ça parce que, bien là, ils vont travailler sur le parce que avec toi. Alors, c'est mieux de dire je suis désolée, je ne suis pas en mesure de le faire. Ou je suis juste des fois pas en mesure de le faire. Non, je ne peux pas. Et tolérer l'inconfort de ne pas tenter de bonifier ça avec d'autres excuses puis du pourquoi. J'entends ta souffrance avec un patient, ça peut dire j'entends ta souffrance et en même temps, je vais te demander de me parler avec un ton qui est poli parce que si tu me cries, quand tu cries, je ne suis pas capable d'être accessible pour toi. Valider que les limites ont des conséquences sur l'autre sans toutefois s'excuser. Fait que c'est vraiment pouvoir dire, je comprends que c'est difficile pour toi, je t'entends, je le vois, c'est pas le fun, c'est dommage et on met notre limite. Et tenter d'être plus cohérent et prévisible. Des fois, moi aussi, ça aide quand je me mets une limite ou je dis une limite à quelqu'un puis je vois l'inconfort monter en moi. Je me dis, c'est juste une vague, c'est temporaire. Laisse la vague d'inconfort monter, elle va redescendre, ça va être correct. Et vraiment se demander, justement, comme je disais tantôt, si je dis non à ça, comment je vais me sentir immédiatement? Comment je vais me sentir 10 minutes après et comment je vais me sentir 2 mois après. Et souvent, c'est changeant. Immédiatement, je vais me sentir mal d'avoir dit non, mais mon Dieu que je vais être content quand ça va être rendu dans 2 mois, puis je me suis dit, hey, je ne me suis pas embarquée là-dedans ou je n'ai pas fait ça. Ou tu sais, si je dis non à ce patient-là, où je ne peux pas voir, où je ne peux pas faire quelque chose, est-ce que vers même la fin de la journée, je vais être encore déçue ou je vais être content parce que là, je ne me suis pas embarquée dans des affaires qui n'ont pas d'allure? Et quand on met des limites, par exemple, une chose qui est importante, c'est d'éviter les doubles standards, de mettre des limites avec certains puis pas d'autres. Les plus gentils, on n'en met pas, puis après ça, ceux qui nous énervent, on en met, mais de dire, est-ce que je peux tenter d'en mettre de façon plus cohérente pour me protéger dans ma fatigue, dans mon être, et de savoir qu'il n'y aura pas de perfection, que c'est difficile de faire ces choses-là et que c'est donc important, et je vais le redire et redire, d'avoir des collègues vers qui on peut se tourner. Vous êtes votre meilleur soutien pour pouvoir traverser ces moments de fatigue importante-là et de stress, de dire est-ce que quand ça devient trop, je peux me tourner vers les autres, mais même avant que ça devienne trop, est-ce qu'on peut avoir des gens vers qui on peut être authentique, vers qui on peut se tourner, qui vont nous soutenir, qui vont nous valider, puis qui vont nous montrer qu'on n'est pas seul, parce que vous n'êtes certainement pas le seul fatigué ce matin. Alors, les concepts reliés, je n'entrais pas dedans parce que je les ai juste nommés, mais aussi de dire c'est bien les collègues, c'est bien les gens, mais vous êtes professionnel de la santé, vous le savez, la fatigue, c'est souvent la pointe de l'iceberg. Alors, si la fatigue, elle est tellement présente qu'il pourrait être signe et symptôme de d'autres choses, s'il vous plaît, consultez votre propre médecin de famille, consultez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi aller en psychologie naturellement, c'est important, ça fait autant partie de sa santé physique. Et finalement, comme point de réflexion, peut-être après la présentation, de prendre le temps d'identifier qu'est-ce que vous voulez retenir. Peut-être que vous pouvez regarder déjà qu'est-ce que vous faites de bien, pas tomber dans le perfectionnisme puis dire « Ah, mon Dieu, que cette présentation-là m'a appris de toutes les choses que je faisais de mal », mais plutôt dire « Peut-être que j'en fais déjà des choses de bien, peut-être que je fais déjà des choses pour moi », puis prendre le temps de reconnaître ça plutôt que de tomber dans les deux affaires que vous ne faites pas. Et peut-être vous dire « Si c'était un objectif pour moi, pour me sentir mieux et prendre soin de moi, qu'est-ce que c'est concrètement, je pourrais juste tenter de jouer, de faire comme une expérience, puis dire, je vais essayer de faire ça un petit peu plus. Là. Et encore là, pas parfaitement, puis pas toutes les sphères, mais réalistiquement, qu'est-ce que je pourrais commencer à mettre en place pour peut-être pallier ma fatigue un petit peu, sachant qu'il y a beaucoup de variables et de causes pour lesquelles vous seriez fatigué en ce moment. C'est tout. Alors, je vous ai mis des ressources pour ceux qui veulent en apprendre davantage, mais ça conclut cette présentation-là en espérant qu'elle vous a donné un petit peu d'énergie pour poursuivre votre journée.